Merci, merci Thierry. En fait, effectivement, bon, moi j'ai ce titre orchestré l'excellence parce qu'en fait c'est très simple parce que les deux orateurs précédents ont très bien respecté la mélodie et les temps de cette œuvre. Donc pour moi les choses sont simples. On a commencé avec Thierry qui nous a rappelé l'épidémiologie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des liaisons dangereuses entre hypertension artérielle et fibrillation auriculaire. Je vous le dirai, la première cause de fibrillation atriale, c'est l'hypertension artérielle. Et donc, vous imaginez, quasiment avec les mêmes codes couleurs, d'un côté, une prévalence qui explose de cette hypertension artérielle à travers le monde, et de l'autre, ce gradient nord-sud et est-ouest qui vous montre la prévalence de la fibrillation auriculaire. Et donc, de façon très simple, et ensuite j'illustrerai mon propos avec des données de physiopathologie, on peut comprendre que quand il y a hypertension artérielle, il y a fibrillation atriale. Ce sont deux maladies qui doivent se regarder, je dirais, en parallèle. Quand on regarde la prévalence de l'hypertension artérielle dans des essais de FA, vous reconnaîtrez des acronymes d'essais, par exemple, qui ont été faits avec les anticoagulants oraux directs ou d'autres essais qui ont évalué des stratégies interventionnelles de contrôle du rythme sinusal, non sinusal, contrôle de la fréquence cardiaque, les essais AFFIRM, par exemple, ou RACE. Eh bien, vous vous rendez compte que la prévalence de l'hypertension artérielle est extraordinairement élevée. Elle peut aller jusqu'à 90% des patients qui ont été inclus dans les essais récents de fibrillation atriale. Donc, épidémiologiquement, en tout cas, c'est une photographie. Lorsqu'on parle de fibrillation auriculaire, l'hypertension artérielle est rarement loin derrière. À l'inverse, si on s'intéresse non pas à la cohorte des patients en fibrillation atriale, mais à ceux qui ont de l'hypertension artérielle, quelle est la prévalence de la fibrillation auriculaire dans une grande population d'hypertendus? Eh bien, on retrouve finalement un niveau d'association similaire, avec une information supplémentaire qui est que plus l'hypertension artérielle est compliquée, ce que les anglo-saxons ici définissent par hypertension burden, c'est-à-dire soit un déséquilibre tensionnel, soit une exposition médicamenteuse importante, soit la présence d'atteinte des organes cibles, soit le cumul de ces trois facteurs, et bien plus cette hypertension artérielle est chargée, on pourrait dire, plus la prévalence de la fibrillation atriale est importante. Et lorsqu'on s'intéresse de façon un peu plus détaillée aux déterminants, eh bien on se rend compte finalement que ce qui va promouvoir cette fibrillation auriculaire, c'est un peu plus l'hypertension artérielle systolique, pas nécessairement systolique isolée, mais la pression artérielle systolique plus que la pression artérielle diastolique. Et une hypothèse, parce que quand on regarde la pression pulsée, c'est probablement que l'apanage ou le profil robot du patient, c'est un hypertendu en AFA âgé avec une hypertension artérielle systolique isolée. C'est pour cela, même si ce sont des données qui sont issues d'un essai d'intervention qui est l'essai on target, on comprend qu'il y a association entre HTA systolique et HTA systolique isolé, dont un des marqueurs, c'est la pression pulsée. Alors, est-ce que finalement, ces observations épidémiologiques ont une portée clinique? Oui, puisque finalement, l'hypertension et la fibrillation atriale ont en commun un certain nombre de complications qui se potentialisent. Et celles qui vous viennent bien sûr rapidement à l'esprit sont les complications cérébrovasculaires, mais au-delà, les complications coronariennes ou aussi la dysfonction myocardique, qu'elle soit à fraction d'éjection préservée ou non. Et même si on faisait un pas de côté, Olivier n'est pas là, mais vous voyez, déclin cognitif, dépression, qualité de vie altérée. Donc au-delà de l'association morbide avec des complications attendues, probablement que la combinaison de fibrillation atriale et d'hypertension artérielle identifie des patients qui ont un profil très particulier, celui de fragilité, celui d'un terrain peut-être neuropsychologique particulier. Donc c'est très fréquent. Quand vous voyez l'un, il faut penser à l'autre. Si vous voyez quelqu'un en FA, il faut chercher l'HTA. Si vous voyez quelqu'un qui est hypertendu, il faut penser à la fibrillation atriale. Et ce n'est pas vain, puisque cette association morbide fait le lit de complications gravissimes. Donc ça, c'est, je dirais, en résumé, ce qu'il faut retenir sur ce première mesure, on va dire, si vous regardez la métaphore de la mesure, première mesure autour de ce thème, avec, je rajouterai, un dernier élément intéressant, qui est que lorsque vous faites une analyse du profil tensionnel de ces patients, eh bien, au-delà du caractère fort de la pression artérielle systolique, de l'intérêt de mesurer la pression pulsée, eh bien, sachez que chez vos patients qui ont un profil non deeper, c'est-à-dire qui ont soit une inversion des rapports jour-nuit en termes de pression systolique ou diastolique, soit même une égalisation, eh bien, vous identifiez là aussi des patients qui ont un risque accru de développer de la fibrillation atriale, autrement dit, pression systolique,
pression pulsée, élévation de la pression nocturne. Alors pourquoi? Soit parce que ce sont des patients qui ont des troubles respiratoires du sommeil, soit des patients qui ont une dysautonomie. On retrouve dans ce bloc les patients qui ont de l'obésité, du diabète ou de l'insuffisance rénale. Encore une fois, des comorbidités associées fortement au risque de FA et d'hypertension artérielle. Deuxième chapitre, ou deuxième temps, c'est celui de la physiopathologie. Pourquoi cette association morbide fait le lit de ces complications? Et donc retenez finalement que la fibrillation atriale, en reprenant la métaphore du triangle de Koumel, c'est la combinaison de trois facteurs. Des modifications structurelles tissulaires, et je reviendrai, au premier rang duquel l'augmentation de la taille de l'oreillette et le remodelage ventriculaire gauche, un environnement qui est fait entre autres d'anomalies neuro-humorales, hyperactivité du système sympathique et hyperactivité du système réninien-angiotensine-aldostérone, peut-être encore plus important que l'hyperactivité sympathique, mais vous le savez, il y a des FA vagales, il y a des FA catécholaminergiques, il y a des FA associés à l'hyperactivité du système réninien-angiotensine-aldostérone, et le cas clinique de Julien était une illustration parfaite. Et troisièmement, une gâchette, et la gâchette c'est en général la poussée tensionnelle ou le déséquilibre tensionnel. Alors, si on rentre dans le détail, et ça fait le lien avec le cas clinique, eh bien, pensez que derrière ces deux entités que sont l'hypertension artérielle et la fibrillation atriale, le cardiologue en particulier ne doit pas passer à côté du diagnostic de l'hyperaldostéronisme primaire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a eu plein de séances autour de l'HTA secondaire et l'hyperaldo primaire, mais c'est probablement sous-estimé. Le risque est lui aussi sous-estimé. Il y a une association forte entre l'élévation des taux de l'aldostérone et le risque de développer des complications atriales. Donc ça, c'est peut-être un message plus à destinée des cardiologues. Qui dit FA-HTA dit, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, d'aller rechercher un hyperaldostéronisme primaire. Donc deux diapositives pour vous illustrer les deux pointes du triangle. D'abord, le remodelage tissulaire. Et donc, de façon très logique, vous le savez, le remodelage ventriculaire induit par l'hypertension artérielle, que ce soit par hypertrophie ventriculaire gauche ou modification du profil diastolique, trouble de la compliance, trouble du remplissage, ce que vous voyez très facilement à l'échocardiographie lorsque vous faites du strain ou un profil transmitral, eh bien, ce sont les signes de ce remodelage ventriculaire gauche qui va faire le lit du remodelage atrial et dilatation de la taille de l'oreillette gauche, mais aussi modification. Il y a de très belles études sur le strain de l'oreillette gauche, mais aussi infiltration du tissu avec fibrose de l'oreillette. Eh bien, ces deux anomalies font le lit de ce qu'on appelle la cardiopathie hypertensive, que vous connaissez, mais aussi de la cardiopathie atriale. Et donc, ces modifications tissulaires, il faut les avoir à l'esprit lorsqu'on fait le bilan de cette situation. Et quand vous combinez finalement la présence d'une dilatation auriculaire à celle d'une augmentation de la masse ventriculaire gauche, et bien vous voyez dans ce travail publié il y a quelques années dans Circulation qu'il y a une association très forte avec le risque de développer à 5 ans une fibrillation atriale. Donc la combinaison de ces deux paramètres simples, dilatation de l'oreillette et augmentation de la masse ventriculaire gauche, identifie des patients avec une cardiopathie ventriculaire et atriale qui sont à risque de développer une fibrillation auriculaire. Et puis à côté de ce remodelage cardiaque, il y a le pendant, je dirais, gâchette. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que finalement, ces hypertendus qui ont un profil très particulier peuvent avoir une note d'ischémie qui peut constituer une gâchette et promouvoir l'apparition d'une fibrillation auriculaire. Les anomalies tissulaires peuvent faire associer aux troubles rythmiques des troubles conductifs qui eux aussi, à leur tour, peuvent générer une anomalie électrique ou tissulaire et faire le lit de ces anomalies que sont troubles rythmiques auriculaires classiques, fibrillation auriculaire, et parfois des troubles associés. Et vous l'avez cité, votre patiente a fait torsade de pointe parce qu'il y a une anomalie tissulaire qui fait le lit des anomalies rythmiques et conductives. J'ai emprunté cette diapositive à Marie-Lucie et modifié, mais in fine, on comprend très bien, si on reprend les deux topos, celui de Thierry et celui de Julien, qu'au début, il y a un cumul de facteurs de risque, il y a un terrain prédisposant, que dans ce terrain, il y a l'hypertension artérielle qui nous intéresse et des modifications structurelles ou environnementales qui font le lit de la fibrillation auriculaire et de ses complications. Un point maintenant sur cette troisième mesure. Que fait-on avec ces patients? Eh bien, si vous l'avez compris, l'objectif, lorsqu'on regarde ces patients avec le spectre de l'hypertension artérielle, c'est de contrôler les chiffres tensionnels. Et les recommandations de la Société européenne d'hypertension, que vous avez vues en large et en travers durant toutes ces 2 journées, rappellent comment on va prendre en charge ces hypertendus de façon générale.
commencez le plus vite possible avec une bithérapie pour vous assurer rapidement d'un contrôle tensionnel. Bithérapie qui repose sur l'association d'un bloqueur du système rénine avec un inhibiteur calcique ou un diurétique thiazidique. En général, ça vous permettra de contrôler 60% de vos patients. Et si ça ne suffit pas, recours à la trithérapie. Et puis ensuite, l'approche pas à pas si hypertension artérielle résistante il y a. Et à chaque étape, vous pouvez bien sûr utiliser les bêta-bloquants. Et cette option est particulièrement intéressante chez vos patients en fibrillation atriale, puisque l'un des marqueurs de contrôle va être bien sûr le marqueur fréquence cardiaque. Et selon le profil de votre patiente, fibrillation atriale avec une fréquence cardiaque rapide, eh bien la combinaison de départ sera un bradycardisant qui peut être un bêta-bloquant ou un bradycardisant de type inhibiteur calcique à tropisme cardiaque associé à un IEC ou un ARA2 qui sera associé dans un troisième temps à un diurétique. Et puis, plus tardivement, un inhibiteur calcique à tropisme vasculaire, auquel cas, bien sûr, vous n'aurez pas prescrit un inhibiteur calcique à tropisme cardiaque. Et lorsque la fréquence cardiaque est inférieure à 80 battements par minute, eh bien, on revient dans l'approche classique pas à pas. Est-ce que ça marche? Oui, parce qu'en fait, cette bithérapie d'emblée, ce contrôle drastique, cette approche pas à pas qui est en fait dévolue à un contrôle le plus rapidement possible des patients, eh bien, est associé à une réduction du risque d'événement. Dans ce travail d'une équipe italienne, eh bien, vous voyez que lorsqu'on contrôle de façon drastique la pression artérielle, et c'est ce que font quasiment tous les essais d'intervention, chinois récemment ou anciens comme Sprint, eh bien, vous voyez que les patients qui ont un contrôle drastique de leur pression artérielle systolique, donc on revient bien aux fondamentaux, c'est la systolique qui compte pour la FA, moins de 130 mm de mercure, ont une réduction de plus de 50% du risque de développer une fibrillation atriale. Donc, au-delà de l'aspect tissulaire, quand vous donnez un bloqueur du système rénine, au-delà de l'aspect gâchette, vous bloquez une activation d'un système neurohumoral, sympathique ou rénine, le contrôle de la pression artérielle va être associé à une réduction très significative de l'incidence de la fibrillation atriale. Donc en conclusion, ce que je voulais partager avec vous, c'est que oui, retenez qu'il y a une association morbide entre hypertension artérielle et fibrillation atriale et que l'hypertension reste le premier facteur de risque de fibrillation atriale, que cette combinaison est une combinaison délétère, on pourrait parler de fausse note, puisqu'elle va être associée à une augmentation significative des événements cardiovasculaires durs qui vont gréver le pronostic de ces patients, que la physiopathologie repose sur cette association de trois éléments, l'anomalie tissulaire, les anomalies neurohumorales avec la dysautonomie et l'hyperactivité du système rénine, et la gâchette, qui est dans le cas présent la poussée tensionnelle, que la meilleure stratégie lorsque vous avez un hypertendu en fibrillation auriculaire, ça reste de contrôler ces chiffres tensionnels, et ce, avec l'utilisation des dernières recommandations. Merci pour votre attention. Alors, on va peut-être, Julien, peut-être tu vas revenir là, et puis nous, on va se mettre là, et comme ça, on pourra répondre aux questions. Il nous reste presque une dizaine de minutes là pour échanger ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Alors, moi, j'en ai une, peut-être pour Julien. On va faire un pas de côté, la gestion de l'anticoagulation. D'accord ? Est-ce que dans votre pratique, ces patients qui sont en FA hypertendus, lorsque la pression artérielle est déséquilibrée, est-ce que ça a un impact sur la gestion de l'anticoagulation? Est-ce que ça modifie votre pratique? Est-ce que vous avez adapté vos stratégies ou vous les traitez comme n'importe quel patient? Non, c'est vrai que nous, on ne modifie pas peut-être à tort, mais c'est vrai qu'on ne modifie pas l'anticoagulant. Enfin, moi, en tout cas. Thierry, tu veux apporter un commentaire? Non, j'ai une question pour la salle. D'accord. Bon, alors, donc, de façon très simple, retenez qu'il n'y a pas lieu d'adapter les doses d'anticoagulants chez ces patients qui cumulent les deux facteurs de risque, puisqu'en fait, ce sont justement ces patients chez lesquels le risque embolique est le plus élevé. Donc, les critères classiques d'adaptation de dose, ils sont toujours valables, l'âge, l'indice de masse corporelle, l'altération de la fonction rénale et le cumul de ces facteurs. Mais n'ayez pas peur, chez vos hypertendus en fibrillation atriale, il faudra les traiter à pleine dose pour prévenir justement cette complication qui reste la complication embolique. Je voulais faire un petit sondage auprès de la salle. On ne va pas faire un haut clap, on va faire un main levée. Moi, je serais curieux de savoir, dans les personnes qui sont présentes ici ce matin, si vous utilisez de manière, on va dire, régulière ou occasionnelle des dispositifs connectés pour faire du dépistage de la fibrillation atriale, type par exemple cardiamobile, un système de montre connectée. Quels sont les collègues qui ici utilisent ce type de dispositif?
Donc, il y en a environ 30-35%. Voilà, donc on voit que c'est une nouvelle pratique. Moi, je suis un petit peu geek, donc j'ai ma collection d'objets connectés que je prête aux patients, mais c'est effectivement à condition que on utilise des dispositifs qui ont été évalués correctement là en l'occurrence pour le dépistage de la fibrillation atriale. C'est vraiment des choses qui peuvent nous aider dans le diagnostic, notamment les gens qui ont des épisodes de palpitations assez espacées. La rentabilité du Holter rythmique est extrêmement faible, et le fait d'avoir un cardiamobile, par exemple, qu'on peut prêter aux patients, ça nous permet assez souvent de faire du diagnostic d'arythmie, mais parfois aussi de choses qui sont plus ennuyeuses. Et il y a vraiment un service médical rendu, à mon avis, qui est important pour nos patients. Donc pour ceux qui ne sont pas encore mis à ces dispositifs, franchement, n'hésitez pas. En respectant donc les éléments que je vous ai donnés, mais c'est assez facile à utiliser et ça rendra vraiment service à vos patients. Mais quand est-ce que tu mets un Holter alors? Alors, de moins en moins. De moins en moins, mais globalement, pour être très pratico-pratique, il faut qu'il y ait eu au moins des événements rythmiques au moins une fois dans la semaine, quoi. Sinon, je pense que la rentabilité est trop faible. Après se pose la question, par exemple, pour les bilans d'un WC, et c'est la question du Holter rythmique de longue durée. Donc moi, je suis assez convaincu, et les études le montrent, qu'il faut aller vers des enregistrements de longue durée. On va dire idéalement 7 voire 10 jours, avec éventuellement des systèmes qui vont nous permettre d'optimiser la lecture avec des réseaux